Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment allez-vous ? Je suis comme toujours ravie de vous retrouver pour ces interviews du jeudi, mais plus encore cette semaine pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai eu le plaisir d'interviewer quelqu'un qui a, selon moi, beaucoup à nous apporter dans nos réflexions actuelles sur la transformation du travail. J'aime donner la parole à des experts de toutes les générations. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des nouvelles générations. Mais je pense qu'on a aussi énormément à apprendre de ceux qui ont une riche expérience, le recul de nombreuses années de pratique, d'échanges, et qui en ont vu passer des vagues et des vagues et des modes. Donc, ça c'est la première raison. Et la deuxième, pour laquelle je suis ravie de vous retrouver, c'est que vous l'avez peut-être vu ou entendu. J'ai lancé cette semaine le premier programme de développement managérial par transfert d'expertise, le programme L'entreprise de demain. Oui, depuis cette semaine, on a toujours le podcast avec toujours ces interviews du jeudi et le podcast minute du lundi pour vous donner de l'énergie pour la semaine. Et il y a en plus l'entreprise de demain, le programme. Le programme, c'est un outil de développement managérial, c'est votre outil de développement managérial. Il s'articule autour de 3 dimensions structurantes, l'inspiration, l'action et l'accompagnement. Il se concentre sur les thématiques essentielles de l'entreprise de demain. On ne se disperse pas. On va sur ce qui est transformatif. Et ces thématiques, bien sûr, j'ai fait le choix de les traiter avec des dirigeants pionniers et une sélection d'experts dans la même inspiration, dans la même veine que ce podcast. Alors pourquoi ce programme ? Parce que s'il y a quelque chose que vous m'avez appris ces dernières années, chères auditrices et auditeurs, c'est que vous voulez être acteurs de l'entreprise de demain. C'est que vous voulez contribuer au futur du travail auquel vous aspirez, auquel nous aspirons. Et fait intéressant, sur les études que j'ai pu mener ces derniers temps, qui m'ont montré que si vous êtes nombreux, fidèles, et ça je vous en remercie, vous avez aussi des profils extrêmement divers, venant de tailles d'entreprises différentes, venant de secteurs différents et ayant des métiers différents. Donc, on a des managers du marketing, du commercial, de l'IT, de la logistique, des directeurs transfo, des DRH, des RRH, des responsables formation, recrutement, gestionnaire talent, responsable de com, dirigeants, et j'en passe. Et vous m'avez convaincu que l'on fera changer les choses si on permet à tous les acteurs d'agir pour ce futur. Si on leur en donne les moyens, si on leur en donne les outils. Des outils que vous puissiez utiliser parce que je vous sais déborder. Donc, j'ai fait en sorte avec les dirigeants et les experts, partenaires du programme de cette année, qu'avec 1 heure par semaine, et 1 heure on l'a tous, si on décide de l'avoir, vous puissiez bâtir les fondements du futur du travail que vous voulez créer. Je l'ai aussi bâti, ce programme, sur de l'expérimentation. C'est pour ça que je parle de développement managérial par transfert d'expertise. C'est-à-dire qu'on va aller s'appuyer sur des expertises pour les dupliquer. Et vous allez, avec ces expertises, avoir toute la liberté de construire vos propres pratiques, celles qui vous ressemblent, pas de plaquer les pratiques des autres. Ça aussi, c'est très important. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez tout retrouver sur l'entreprisededemain.com. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Passons maintenant à notre interview. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charles-Henri Besser-Desortes. Alors, Charles-Henri, je suis sûre que vous l'avez vu passer. En tout cas, si vous me suivez sur LinkedIn, c'est certain. Il écrit beaucoup. C'est un multi-auteur. C'est un professeur émérite d'HEC. Et il partage des chroniques passionnantes tous les 15 jours, que je trouve extrêmement bien faites parce que très ciblées, très concrètes. Et il en est toujours le co-auteur avec un dirigeant ou un expert. Il part vraiment toujours d'un cas très concret. Donc, avec Charles-Henri, nous allons échanger sur les enjeux de 2022 en termes RH et managériaux. C'est précis, synthétique, concret, ça va vous donner envie d'agir, encore une fois. Alors rassurez-vous, cette interview, elle sera couplée d'un « Pourquoi pas vous ?» qui aura lieu jeudi prochain. Bonne écoute. Bonjour Charles-Henri. Bonjour. Alors Charles-Henri, merci beaucoup d'avoir accepté, en ce début d'année 2022, de venir dresser un petit peu les enjeux pour toi de l'année à venir. Avant de commencer,
je vous proposais de te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Charles-Henri Bessert-Desor. Je suis professeur émérite à HEC Paris, HEC où j'ai passé près d'une trentaine d'années dans ma vie. Donc, c'est quand même une longue expérience. Et avant, j'étais un jeune prof, un professeur assistant, etc., à l'ESSEC dans les années 80. Et j'ai fait un passage par la direction d'une école de commerce à Marseille au milieu des années 90. Et puis sinon, j'ai essentiellement un passé académique et j'ai 2 doctorats, un doctorat français et un doctorat américain. Et quelques ouvrages Et une petite vingtaine d'ouvrages au total. D'accord. Et tu fais aujourd'hui aussi des chroniques? Oui. Alors, effectivement, depuis quelques années, j'avais été le chroniqueur régulier dans la revue de la NDRH, qui est la revue de l'Association nationale des DRH. Et en 2019, j'ai commencé à devenir le chroniqueur régulier du magazine hebdomadaire Entreprise et Carrière. Et depuis d'ailleurs le début de la pandémie, j'en suis à une chronique tous les 15 jours. Et j'en suis depuis mars 2020 à 43 chroniques. La dernière a été publiée cette semaine sur le thème de la grande démission. Voilà, et c'est des chroniques que tu partages sur LinkedIn. Donc pour nos auditeurs, vous n'avez pas besoin d'être abonné à la revue, vous pouvez les avoir sur le profil de Charles-Henri sur LinkedIn et je vous le conseille. Tous les 15 jours, je poste une chronique publiée. Ce qui m'oblige à trouver un thème nouveau tous les 15 jours, ce qui est quand même pas facile. Alors, Charles-Henri, justement, à la lumière de ton expérience, de ta lecture, des contacts que tu as, des échanges, j'aimerais que tu nous partages pour toi quels sont les principaux enjeux managériaux ou RH de 2022. Alors, c'est un peu difficile de répondre comme ça à brûle-pourpoint sur une question quand même qui est de parler de l'avenir. C'est beaucoup plus facile de faire des prédictions à partir du passé. Mais néanmoins, nous espérons que nous sommes enfin, je dirais, vers la fin d'une triste histoire qui dure depuis 2 ans. Mais, pour répondre à ta question, je crois que l'un des premiers enjeux RH, c'est ce que j'appellerais en bon français le care, c'est-à-dire prendre soin. C'est-à-dire que nous avons eu une période tellement difficile que ce que les managers et les RH devraient faire beaucoup plus en 2022, c'est s'occuper véritablement de leurs collaborateurs. Cette idée du care, au sens américain du terme, c'est véritablement de comprendre à la fois les difficultés qu'ont connues les collaborateurs et les managers. Parce que les managers, j'allais dire, c'est prendre le care aussi des managers et des RH. Mais la question de prendre soin, et ça, le prendre soin, ça interpelle aussi la posture des dirigeants, si tu veux. D'accord. Alors, dans d'autres enjeux RH qui sont, je dirais, qui me semblent évidemment très importants, c'est ce que j'ai traité d'ailleurs dans la dernière chronique, c'est autour du thème de la grande démission, si tu veux. Pourquoi j'ai traité ce thème? C'est que c'est un thème qui est majeur aux États-Unis, 38 millions de démissions sur 160 millions de travailleurs, on va dire, c'est quand même énorme. Et c'est un signe pour moi, ça veut dire que l'un des enjeux en France, RH, c'est véritablement de construire une relation un petit peu différente avec ses futurs collaborateurs et ses collaborateurs actuels. Parce que ce qui se passe en France, c'est quand même des phénomènes de personnes qu'on ne peut pas recruter parce qu'ils ne veulent plus rejoindre l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Et je parle par exemple de diplômés de grandes écoles. Il y a un film qui est formidable, qui dure 1 heure. C'est un documentaire qui s'appelle Rupture et c'est l'histoire de 6 diplômés de très grandes écoles, y compris polytechniques, qui refusent d'intégrer la grande entreprise. Donc si le phénomène s'amplifie, c'est quand même un tout petit peu inquiétant. Et pourquoi refusent-ils? Parce que pour eux, l'entreprise, on va dire traditionnelle, la grande entreprise n'a pas de sens. Et ne correspond par exemple pas aux enjeux qu'ils attendent, importants, les enjeux de la transition climatique, les enjeux de la justice sociale, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, l'entreprise n'a pas une bonne image aux yeux de ces très jeunes talents. Mais la question se pose aussi à l'intérieur pour des collaborateurs qui du jour au lendemain démissionnent. Et on a vu ce phénomène, on a à peu près 19%, si on regarde les chiffres par rapport à 2019, de démissions en plus. Donc si tu veux, là, il y a cet enjeu RH, c'est comment faire en sorte de rendre l'entreprise attractive, mais réellement attractive. Et la question, on vient de signaler, la question du sens est centrale.
Comment va-t-on pouvoir recréer à la fois chez les collaborateurs et les futurs collaborateurs qu'on veut attirer véritablement un sens au travail? Alors, le sens, j'entends aussi, d'ailleurs c'est Audrey Richard, présidente de la NDRH, qui le disait, qu'il y avait aussi beaucoup de souhaits de regard sur le style de management. Et je l'ai entendu beaucoup de candidats et de jeunes disant, nous on regarde aussi beaucoup, on a envie de savoir quel est le style de management. Est-ce qu'on aura de l'autonomie, de la responsabilité, est-ce qu'on nous fera confiance? J'y arrivais, c'était pour moi le lien que je voulais faire. C'est évidemment la question centrale j'allais dire, du management et de l'organisation. C'est-à-dire que je crois, ce qui s'est passé avec cette pandémie, je l'avais écrit d'ailleurs dans 2 ou 3 chroniques. Oui, déjà il y a quelques temps. Où je disais, ce qui a été formidable, c'est les prises d'autonomie d'équipes sur le terrain qui étaient laissées seules. Et on a vu des choses formidables se passer sur le terrain, ce qui veut dire que la logique de command and control, en fait, est une logique qui est totalement obsolète. Ce qu'attendent les jeunes, et tu as absolument raison, mais les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, c'est véritablement un management qui est à leur, entre guillemets, à leur service, qui sont qui sont aidants, qui jouent presque le rôle de coach, mais qui ne sont certainement pas des managers autoritaires. Ça, je veux dire, le règne du manager autoritaire, pour dire autrement, du petit chef, je crois que c'est du passé. Sinon, les entreprises ne vont pas pouvoir attirer et retenir ces jeunes. Et alors d'abord, 2 choses. Tu viens de dire, c'est pas que pour les jeunes. Moi, je pense que tu as raison à 400%. C'est toutes les générations confondues. Ça se cristallise beaucoup sur les plus jeunes parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est vrai. Bien sûr. Par contre, ça me soulève une question parce que tu le sais comme moi que même si les entreprises ont souvent bien envie de faire évoluer tout ça, parfois, elles ont des managers qui, on va dire, sont des managers très command and control, mais qui ont des bons résultats. Et un DRH récemment me confiait qu'il avait eu le courage de se séparer, de faire en sorte qu'il sépare d'un manager qui quelque part allait à l'encontre des convictions qu'il voulait afficher, et que ça a été très 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 compliqué. Et je pense que ce DRH a été extrêmement courageux en fait pour le coup. Oui. Alors là, tu mets l'accent sur quelque chose qu'on a vu, je veux dire, dans les entreprises. Alors là, bien avant la pandémie, l'accent mis sur les valeurs, si tu veux, la question des valeurs. Et quand tu as une valeur, des valeurs qui prônent la coopération, qui prônent l'écoute, je veux dire, le team building, etc., et que tu as des managers qui, tout en étant excessivement performants, c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. C'est quand tu as des managers qui sont très performants, mais qui sont absolument pas en accord avec les valeurs. Et là, pour moi, c'est le vrai test des valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise quand on a ce type de profil. C'est d'ailleurs, j'ai un modèle à 2 dimensions, valeur plus et moins et performance plus et moins. Eh bien, justement, la case la plus compliquée, c'est quand tu as performance élevée, performance plus, et valeur moins. Oui. Et ça, c'est le vrai test. Et donc, par rapport à ce que tu dis, oui, il faut avoir du courage. Pas seulement les DRH, mais le management en général. Dirigeant. Parce que si tu crois vraiment que les valeurs, ça va être le socle sur lequel on va construire le futur de l'entreprise, c'est pas un résultat à court terme qui va permettre d'être, je veux dire, performant sur le moyen et le long terme. Oui. Et encore une fois, parce qu'on a des risques par rapport aux talents, je veux dire, et des talents qui ne pourront plus tolérer même un manager très performant à court terme, c'est du court-termisme, qui va pourrir là, en fait, la situation. C'est un ver dans le fruit, en quelque sorte. Ok, et donc, en fait... Attends, j'ai un autre défi. Un autre défi qui est important. On a parlé de sens, on a parlé d'attraction des talents, de rétention, on a parlé de la grande démission, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est important et qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs dans le tout débat autour de l'élection présidentielle, c'est quand même la question du pouvoir d'achat et le partage de la valeur ajoutée. Ce qui va être, à mon sens, un des défis RH de 2022. Ça va être vraiment de réfléchir à un nouveau partage de la valeur. D'ailleurs, c'est un thème important qui est souligné par Benoît Serre, le vice-président de la NDRH, qui coécrit d'ailleurs, qui écrit une chronique en même temps que moi tous les 15 jours. Et si on lit ces chroniques, tu verras que plusieurs fois, il insiste, et je l'ai entendu effectivement également dans des interviews, parler énormément de cette question du partage de la valeur. Et je pense que ça va être... Puis un dernier défi pour les RH, je suis désolé, on n'en a pas encore parlé, c'est quand même la question de la transition climatique. Enfin, et ce qui m'a frappé dans une étude qu'on a faite avec un organisme qui est un service des Échos qui s'appelle Net Explorateur là, à l'automne,
toutes les entreprises qu'on a interrogées, la dizaine d'entreprises du CAC 40, toutes parlent de décarbonation, toutes parlent de transition climatique. La vraie question pour les RH, c'est comment cette question de la décarbonation, de la transition climatique devient quelque part est membre de l'ADN de l'entreprise. Quelque part, on a une... Et ça veut dire que tous les collaborateurs doivent avoir un état d'esprit, un mindset, pour parler en bon français, qui est en lien avec cet enjeu de la décarbonation. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et donc, ça passe par des recrutements sans doute différents, de la formation, etc. Pour finir sur cet enjeu climatique, ça passe aussi beaucoup par une éducation effectivement des collaborateurs. Absolument. Parce que j'interviewais sur l'entreprise contributive, le directeur développement durable de Bouygues, Fabrice Bonifay, ouais, qui expliquait qu'un des enjeux majeurs, c'était l'éducation de tout le monde, parce qu'en fait, on se rendait absolument pas compte de ce qui arrivait. Exactement. Et c'est vrai que j'ai vu, je pense que tu as vu aussi le film Don't Look Up, et ça a été pour moi, tout d'un coup, j'avais en écho les paroles de Fabrice Bonifay, et je me suis dit, mais il a tellement raison, en fait. Donc ça, effectivement, c'est l'éducation des collaborateurs. Si je reviens manager, parce que pour moi, c'est un gros irritant, ce sujet. J'étais encore hier dans une entreprise où on me parlait de ce cas de figure, où j'ai discuté avec un dirigeant extrêmement visionnaire, passionnant, engageant. J'avais vraiment envie de rentrer, et juste après, je rencontre un collaborateur qui me dit « Oui, mais tout ce qui porte, j'y crois, sauf qu'en fait, dans la réalité, on a toujours X, Y et Z qui sont là et qui agissent à l'opposé. Et ceux-là bougeront pas. » Et là, je me dis « Flûte », parce que on a ce qu'il faut. Je veux dire, là, j'étais pas sur un discours creux du dirigeant. J'étais vraiment sur un discours incarné. J'avais quelqu'un... Et tout d'un coup, il reste des choses dans l'organisation. Pour moi, j'ai l'impression et je le souhaite quelque part, que ça passera plus 2022. Enfin, que ce sujet-là, il est aussi urgent que la prise de conscience climatique. C'est la prise de conscience qu'en fait, il faut arrêter de raisonner à court terme, parce que ça peut coûter très, très cher. Et ça commence à coûter cher aux entreprises. Parce que tu parlais de difficultés. Moi, je l'entends chez de très belles boîtes, de très belles marques, des gens qui avaient une attractivité hyper forte. Oui, et qui ont du mal à recruter. Tu vois, ça ne concerne pas que les métiers difficiles. Hein. Non, mais je suis bien d'accord avec toi. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est véritablement, je dirais, cette question de la cohérence entre le discours et les actes. Hein. Tu peux avoir un dirigeant qui est visionnaire. Le problème, c'est que si ses équipes, et particulièrement le premier cercle, n'incarnent pas dans la pratique ce qu'il dit, alors là, il faut que lui-même d'ailleurs l'incarne. Hein, j'ai oublié de le dire. Bien sûr. La première chose, c'est qu'il ou elle soit cohérent avec ce qui est dit. Par contre, la vraie question, c'est comment au quotidien les collaborateurs voient je dirais la réalisation de ce qui est annoncé. Et là, tu mets l'accent sur une dimension qui, pour moi, m'a toujours étonné lorsqu'on a parlé de marque employeur depuis une quinzaine d'années. La marque employeur, c'est formidable. On annonce ce qu'on est, on est les plus beaux, etc. Y compris d'ailleurs dans les classements qui sont passés récemment, Top Employer, Great Place to Work, etc. Tu vois, ça, c'est super, c'est l'annonce. Le vrai problème qu'on a avec la marque employeur, c'est exactement ce que tu viens de dire, l'expérience au quotidien. C'est-à-dire que tu rencontres des collaborateurs qui te disent tel et tel manager, en fait, il n'est pas du tout aligné, ou elle n'est pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on a un vrai souci, comment peut-on aligner les discours et les actes. Et ça, c'est à mon sens, qui est la bonne nouvelle, tu as raison, 2022 oui, et la pandémie à mon avis, a mis le doigt sur cette difficulté que vont avoir les entreprises de ne pas tenir, de ne pas faire ce qu'elles disent. C'est ça la question qui va être posée. Et j'ai bon espoir, à la fois sur l'impact de ce qu'on a vécu depuis 2 ans, plus l'impact non négligeable de tout ce phénomène des réseaux sociaux, de Glassdoor, etc., qui vont être, je dirais, un peu des cordes de rappel. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être de plus en plus difficile pour l'entreprise d'avoir des annonces, une belle marque employeur, et que ça soit pas vécu dans la réalité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et là, 2022 va être, encore une fois, va amplifier, à mon avis, le phénomène.
Hein, ce qui veut dire que ce type de management, soit je suis quelqu'un d'optimiste, donc je pense que ces dirigeants peuvent être aidés, coachés. C'est peut-être là où le coaching peut être utile, hein, même si je suis assez prudent avec tout, je dirais, cette mode du coaching, parce qu'il faut être, il y a du bon et du moins bon et beaucoup moins bon, on va dire. Mais par contre, pour ce type de situation, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, si le dirigeant n'évolue pas ou les managers n'évoluent pas, il va falloir prendre des décisions, il faut bien le dire. Et pour les dirigeants, sinon, l'autre méthode que le coaching, c'est du codep, c'est se rapprocher d'autres dirigeants qui vivent ces situations, parce que je trouve que c'est toujours hyper aidant. Absolument. De moins se sentir seul. Les dirigeants sont souvent très seuls. Moins se sentir seul. Absolument. Non, mais ça, je suis d'accord. Et c'est vrai d'être dans des cercles, de discuter de ça, et comment tu fais, et ok, t'as pris le risque, et ça marche derrière, et comment ça se passe, parce que absolument. Je pense que c'est beaucoup de ça aussi. Oui, non, le partage, que ce soit le partage avec des collègues, enfin des alter ego de la même entreprise, ou d'autres collègues, je pense. Tu vois, je sors d'une réunion avec la directrice de l'Envie. L'Envie, c'est l'association qui a une trentaine d'années et qui réunit chercheurs en sciences sociales et entreprises. Et bien, dans les thèmes qui sont travaillés cette année, tu as des éléments évidemment sur le management. Et je pense que le fait de créer des ateliers où tu as des gens d'entreprise qui expliquent un petit peu à la fois leur réussite, mais aussi leurs échecs, et partager ça me paraît être tout à fait intéressant. Oui, exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Charles-Henri. C'est déjà terminé ? J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.